Et bonjour à tous, c'est Vincent Gann, bienvenue sur le Cryptos Technical Briefing. Donc on a eu une semaine décisive la semaine dernière. Bon, vous l'avez compris, c'est pas Vincent. Vincent est en vacances. Il vous l'a annoncé lors de sa vidéo de la semaine dernière. Et voilà, on a voulu mettre en place avec lui cette petite blague de début de vidéo qui correspond extrêmement bien au personnage de Vincent. Et donc, comme le marché a quand même grandement bougé jusqu'à son retour mardi prochain, on tenait à vous faire une vidéo. Allez, c'est mieux comme ça. Donc bonjour à tous, moi c'est Will. Donc aujourd'hui je vais remplacer, du moins c'est un bien grand mot, hein, qui peut remplacer cet animateur irremplaçable qui est notre cher ami Vincent Gann. Voilà, mais bon, pour la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez compris, le marché a beaucoup bougé ou autre. On voulait que quand même vous accompagner. Normalement vous ne me connaissez pas, donc voilà, difficile d'apporter peut-être de la crédibilité ou autre, mais je vais quand même prendre 2 petites minutes ou une petite minute pour vous expliquer rapidement qui je suis, parce que si jamais on vous donne une recette de gâteau qui est fournie par votre voisin et une recette de gâteau qui est fournie par le pâtissier du quartier, vous allez considérer que celle fournie par le pâtissier du quartier, qui est un professionnel ou autre, eh bien, sera probablement meilleure, mieux exécutée, etc. ou autre. Donc voilà, tout est une question de perception en fait, de valeur perçue de l'information, de qui vous le recevez ou autre. Chose que vous avez déjà, bien sûr, avec Vincent qui vous accompagne depuis des années, mais comme vous ne me connaissez pas, eh bien, je peux comprendre celui-ci. Donc, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les marchés. Je suis rentré en 2016 et à la fois du côté investisseur et à la fois quelques années après, donc à partir de 2018 en tant que professionnel du marché. J'ai fondé du coup Cryptost Academy, donc que vous connaissez très probablement au sein de Cryptost, dans lesquels du coup j'ai Vincent dans mon équipe, également Crypto Stratège. À côté de ça, depuis 2023, je suis également associé fondateur et directeur des investissements d'une société du coup qui est régulée par l'AMF et d'ailleurs en Amica également, sur lequel on fait de la gestion d'actifs pilotés. Donc en gros, on pilote des portefeuilles pour des clients, on gère plusieurs dizaines de millions d'euros du coup d'actifs, tout simplement sur le monde des cryptos. Et donc voilà, je suis en charge de gérer et de manager, de piloter tout ça. Donc les analyses un petit peu publiques, comme a l'habitude de faire Vincent Vote, c'est pas mon cœur de métier. Moi, c'est plutôt de manager des fonds, etc. C'est un petit peu différent. Mais voilà, vous l'aurez compris que dans tous les cas, la résultante est quasiment la même. Voilà, je suis diplômé du MIT, j'ai passé plusieurs certifications dans le côté crypto, etc. Voilà, bon, c'était juste simplement parce que c'est important de savoir qui s'adresse à vous, voilà, par rapport à ça. Donc aujourd'hui, petit programme très rapide. Je vais commencer par refaire en fait la semaine depuis que Vincent est parti, donc depuis mardi dernier. On va regarder ce qui s'est passé grosso modo chaque jour pardon, en termes de données plus macro, annonces, etc. Et ensuite, on verra ce qui nous attend jusqu'à mardi prochain, que notre cher Vincent rentre. Et on passera sur le graphique, notamment celui de PTC, pour regarder un petit peu où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça. Donc commençons par mercredi dernier, qui a été vraiment la journée décisive, donc mercredi 19 août. On a eu 2 annonces, une un petit peu plus surprise et une attendue, puisque c'était dans le calendrier de la Maison Blanche. Mais du coup, l'annonce surprise a été celle en fait du Trésor américain, qui a annoncé racheter sa propre dette. Donc en gros, ils ont décidé, un petit peu par surprise, parce que c'était pas prévu ou annoncé, qu'ils allaient doubler le montant de ces rachats sur ces obligations long terme, entre 2 à 4 milliards à peu près par opération, sur toutes celles qui sont donc les obligations longues, donc celles qui ont une durée de maturité entre 10 et 20 ans et entre 20 et 30 ans. Le programme de rachat du coup démarre à partir du 9 septembre et devrait théoriquement durer jusqu'au 9 novembre. C'est ce qui est du moins déclaré à aujourd'hui. On verra si ça sera rallongé ou pas, voilà, s'il va y avoir des modifications là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que ces rendements du coup qu'on a sur les dettes à 30 ans, c'est un petit peu la référence sur laquelle s'indexent les crédits immobiliers américains. Et comme l'administration, elle a fait un petit peu de pouvoir d'achat son cheval de bataille, son argument politique un petit peu central, des taux longs qui s'envolent, ça finit en fait par réduire un petit peu cette promesse qu'ils ont faite, enfin du moins la direction qu'ils souhaitent prendre. Et on a Scott Bassen, qui est du coup le secrétaire du Trésor, qui a dit également que ça ne reflétait absolument pas du tout aux fondamentaux, donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça. Mais vous allez voir un petit peu les conséquences là-dessus. Juste avant, je vous fais une petite métaphore pour essayer de comprendre voilà, de façon un petit peu différente, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément 100% les systèmes financiers et économiques. Imaginez tout simplement que c'est un commerçant, donc l'État américain est un commerçant qui n'arrive pas à écouler ses stocks de produits au prix affiché. Et donc, plutôt que de baisser le prix sur l'étiquette qui est affichée, il décide de racheter lui-même ses invendus pour essayer de maintenir du coup un niveau de prix sur ces produits-là. Techniquement, ça fonctionne, mais tous ceux qui ont vu que le commerçant a fait ça savent maintenant 2 choses, qu'à la fois le prix affiché,
n'est pas leurré parce qu'il est supporté artificiellement en fait par le rachat du commerçant, et en plus de ça, que le commerçant a un petit problème. Et c'est un petit peu le message qu'ont reçu du coup les investisseurs. Il est double puisqu'il est dans ce sens-là, et crée de l'ambiguïté à orienter correctement l'argent sur les marchés, parce que vous savez que il y a toute une cyclicité du coup du cash. Parfois on est en risk on, parfois on est en risk off, donc parfois on est plus sur des monétaires, enfin sur des placements monétaires obligataires, parfois on est plus sur de l'action, marché à risque comme les cryptos, etc. ou autres. Donc d'un côté, on a effectivement une lecture qui est un peu rassurante, comme quoi ça y est, l'État agit, il veut maîtriser et rediminuer ces taux-là, les crédits vont pouvoir se détendre, ça va faire du bien aux citoyens américains, etc. Mais de l'autre côté, c'est un petit peu plus dérangeant parce que justement le Trésor qui intervient sur les prix de sa propre dette en dehors d'une crise en fait qui est officiellement déclarée, du moins, c'est un petit peu un aveu de faiblesse, et dans des périodes normales, etc., généralement, c'est pas trop ce qui se fait. Donc, il y a eu un effet immédiat suite à cette annonce, et que effectivement, sur la journée même, les taux ont complètement diminué. Ceux à 10%, ils ont perdu à peu près 6 points ce mercredi, et ceux à 10 ans, ont perdu à peu près 6 points. Et ceux à 30 ans ont perdu à peu près 9 points, mais dès le lendemain, au final, le mouvement s'est en grande partie effacé, tout simplement parce que les analystes se sont rendus compte que ça n'avait pas trop d'impact ni sur le déficit, ni sur l'inflation, ni sur les volumes d'émissions à venir. Donc voilà, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, entre guillemets, même si nous, ça nous a permis sur le marché des cryptos de nous donner beaucoup de jus, parce que ça a du coup fait une pression à la fois sur le dollar. On a vu que l'or a réagi très positivement, que Bitcoin a réagi également très positivement, et c'est venu donc toucher des seuils de liquidation qui avaient sur des positions short qui étaient extrêmement conséquentes. On a eu quasiment 3 milliards de dollars de liquidation sur les positions short, donc c'est une journée assez historique. Et donc vous savez, donc sur le marché des dérivés, donc le marché sur lequel vous pouvez long ou short, donc soit parier à la hausse, soit parier à la baisse, et notamment avec des effets de levier. Donc c'est un marché qui est très leveragé généralement. Donc quand on a des positions, par exemple là, qui étaient des positions short, il y a un certain prix de liquidation. Lorsqu'il vient d'être touché, en fait, pour inverser, pour clôturer une position short, en fait, on fait un achat. Donc, en gros, ce qui permet, lorsqu'on a on vient toucher, en fait, un seuil de liquidation sur des positions short, ça fait des achats. Donc, ça amplifie, en fait, le mouvement haussier. Et donc, ça vient créer une bougie plus ou moins artificielle. En fait, c'est purement une réaction mécanique suite aux liquidations du coup des shorts, qui vient donner l'énorme performance qu'on a eu ce mercredi dernier, qui a en plus été soutenu le soir même avec, le soir même pour nous, l'après-midi aux États-Unis, nous c'était à 20h30 à peu près chez nous. Il y a eu une réunion au sein de la Maison Blanche avec Trump et différents acteurs de la tech et des cryptos, comme Brian Armstrong, donc le CEO de Coinbase. On a eu également Ripple, Kraken, ACZ, qui est l'un des plus gros fonds d'investissement, notamment à la fois également sur les cryptos, Gemini, enfin bref, un petit peu tout ça. Trump est revenu sur la partie du Clarity Act. Il y a des annonces qui ont été faites, notamment il a parlé de Hype en l'occurrence, qui a d'ailleurs beaucoup profité à cette annonce-là. Et donc voilà, tout est encore extrêmement bullish. Je ne vais pas revenir sur les différentes annonces. Je pense que sur le site de Cryptos, vous avez dû voir les débriefs. Mais en gros, voilà, qu'ils prévoient d'acheter beaucoup plus de BTC, voilà, qu'ils ont plusieurs plans là-dessus, d'avancer rapidement sur le Clarity Act, sur lequel ils n'avaient pas réussi à trouver un accord il y a quelques jours, enfin quelques petites semaines, qui est remis en septembre. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Et donc ça a participé à continuer sur la deuxième partie de la journée, à accélérer également la montée du prix du Bitcoin, mais on reviendra sur le graphique juste après. Et donc depuis, le marché, vous l'avez vu, a continué à être soutenu, a continué à monter. On a eu des arrivées sur les ETF au niveau des flux BTC, des achats spot également. Rien n'est exceptionnel, mais ça montre quand même qu'il y a un certain soutien, du moins pour l'instant suffisamment pour que le marché continue à tenir un petit peu. Mais on va revenir sur les graphiques. Et donc ce qui nous attend cette semaine, mais Vincent vous fera un récap la semaine prochaine pour revenir dessus, mais dès demain, semaine assez chargée, et même journée un petit peu chargée entre guillemets. Mercredi après-midi, on aura les annonces du PCE, donc de l'inflation américaine. On a des attentes à la hausse, malheureusement, qui sont attendues de 0,2% environ, ce qui nous donnerait environ 3,3% du coup au niveau du taux, sachant que vous savez que la direction qui est visée par la Fed depuis des années sont les fameux 2%.
On s'y dirige quand même, parce qu'on vient de loin, on vient de 5-6% quasiment lorsqu'on était au moment du Covid. Donc ça va dans la bonne direction. Bien sûr, voilà, ça descend pas tout droit, tout comme les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a toujours des petits moments de recul, etc. C'est voilà, ce qu'on est peut-être en train de faire tranquillement demain, mais voilà, c'est une donnée à part entière. Il y en a d'autres qui peuvent faire bouger légèrement le marché. Et le soir même, on a également les résultats d'NVIDIA qui sont attendus. Donc le marché a un petit peu anticipé. On est à moins 4% depuis mardi dernier environ. Peut-être que ça a changé depuis bien sûr le moment de la publication de la vidéo. Mais voilà, généralement, on sait que NVIDIA est vu un petit peu comme le baromètre du secteur technologique et par extension un petit peu plus large des indices américains, parce qu'on sait que les indices, notamment SP500 ou Nasdaq, etc., ont des pondérations qui ne sont pas égales entre chaque asset, et que plus la valorisation est grosse, plus il pèse beaucoup dans l'indice. Et donc ce qui fait que bien forcément, quand on a les GAFAM, etc., qui se comportent bien, on a tout l'indice qui suit extrêmement bien. Quand c'est l'inverse, ça va dans l'autre sens. Donc voilà, quelque chose à surveiller en tout cas. Jeudi, on a l'ouverture du fameux symposium de Jackson Hole qu'on a chaque année en fin août à peu près. C'est tout simplement une espèce de, j'allais dire de mastermind, enfin de conférences, de rassemblements des banquiers centraux du monde entier qui se réunissent pendant 3 jours dans les fameuses montagnes du Wyoming. Alors ça fait un petit peu rêver. Voilà, et c'est là généralement que ils vont essayer de voir les différentes doctrines, directions sur lesquelles ils vont s'accorder pour à la fois diriger un petit peu l'économie et à la fois travailler notamment, là c'est le thème qui est retenu, c'est l'innovation financière, tout simplement, ses implications avec les paiements, les politiques monétaires, etc. Donc très probablement que les stablecoins seront au centre de tout ça, donc ça va être intéressant à suivre. Vendredi, donc le lendemain, donc pendant qu'on sera toujours dans ce cadre-là, donc celui de Jackson Hole, et donc vous savez que Kevin Warsh, du coup, a un petit peu changé du moins la façon dont il communiquait certaines informations. Il ne publie plus ses intentions, donc que ce soit ses propres projections de taux, et les communiqués sont nettement plus courts. Parce que ce qu'il souhaite, c'est que les marchés se régulent par rapport en fait aux data et pas aux intentions ou aux potentielles indications que la Fed peut venir, mais plus que ce soit autogéré directement par le marché. Donc on va voir, ce qui est attendu aussi, c'est est-ce que il va dire quelque chose par rapport à l'initiative du Trésor. S'il valide, même du bout des lèvres, on va dire, dans ce cas, ça risquera plutôt de soutenir le mouvement, etc. Et les investisseurs vont comprendre que à la fois l'État et la Banque centrale américaine, du coup, avancent ensemble dans la même direction. Et au contraire, si c'est pas le cas, ça risquera d'ajouter de l'incertitude et de l'ambiguïté sur le marché. Et selon, du coup, vous savez, à chaque fois, il y a des sondages. Là, donc, un des derniers sondages de Bank of America, à aujourd'hui, pour l'instant, ils pensent, ils estiment à 69% qu'il y aura plutôt un ton neutre qui sera fait lors de ce discours et de cette annonce. Donc, en tout cas, il va être important et à scruter. Et ce lundi 31 août, on va voir la SEC, donc c'est l'équivalent de l'AMF chez nous, donc le régulateur sur les marchés financiers, qui va clôturer un peu ses consultations concernant ses observations par rapport à des nouvelles réglementations qu'elle veut émettre sur le marché des cryptos, qui sont indépendantes de ce qui se passe dans le Clarity Act et qui va un petit peu soit en opposition, soit en réponse, du moins, à la CFTC, qui est un autre organisme de régulation aux États-Unis, qui lui s'occupe plus de, on va dire, tout ce qui va être matière première, etc. ou autre. Et vous savez que c'est une petite bataille qu'on a depuis plusieurs années, de savoir si les cryptos aux États-Unis seront plus qualifiés, seront plus sous le joug de la SEC ou de la CFTC, ou bien qu'il y en a certaines avec des tokens qui seront utilitaires ou pas, ou des tokens qui servent de gas token ou pas, etc. Soit sera sous le joug de l'un ou de l'autre. Voilà, c'est un petit peu également les enjeux qu'on a par rapport à ça. Donc on aura un petit peu plus de news aussi ce lundi 31 août et mardi. Vincent reviendra. Allez, peut-être que ce bloc a été un petit peu plus long qu'avec Vincent, je suis désolé c'est le cas, on passe directement sur les graphiques. Et donc regardons très rapidement le graphique de BTC en mensuel, puisque la bougie ne clôture que dans 6 jours, donc que la semaine prochaine, donc Vincent pourra vous la commenter en direct, mais pour l'instant on est quand même sur des niveaux qui sont hyper intéressants, parce que si on arrive à garder cette dynamique-là, si on arrive à garder cette hauteur de prix, donc ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse clôturer au-dessus de ce point haut qu'on avait ici pour la première fois en mensuel depuis qu'on est dans ce bear market, marquer un début de retournement de tendance, vraiment une validation en mensuel, donc ce qui serait quand même très fort. Donc il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus des 76 300 $, idéalement donc sur la zone de clôture,
et encore mieux si on arrive à clôturer au-dessus du plus haut en termes de mèche qu'on avait ici la semaine du 1er mai 2026, à savoir des 82 832 $. Pour l'instant, voilà, on est allé à peine l'effleurer, on ne l'a pas encore fait, on verra ce qui se passe, on a encore une semaine, mais c'est intéressant de voir quand même cette structure qui est en train de se faire juste ici. Ce qui nous intéresse le plus, eh bien, c'est en weekly, c'est notamment cette fameuse clôture weekly qu'on a terminé dimanche avec un joli plus 23,69, quasiment 24% sur cette bougie qui a été une bougie décisive, comme adore utiliser Vincent en termes de vocabulaire. Vous le savez, hein, il a des petits tics de langage comme ça. Voilà, cette bougie, elle a vraiment marqué quelque chose sur le marché puisqu'elle a permis d'activer beaucoup d'indicateurs techniques qu'on utilise notamment pour la lecture des cycles ou autres et pour marquer, du coup, du moins par le passé, ont à chaque fois permis de valider qu'on était en changement de structure, en changement du moins de dynamique de cyclicité sur le marché entre le bear market, le bull run, etc. Ça veut pas dire que ça y est, let's go, on va monter directement aux 126 000 juste au ciel, mais ça vient alimenter effectivement la théorie comme quoi le point bas serait derrière nous. Après, bon, peu importe, on s'en fout d'avoir raison sur le point bas, est-ce qu'il est derrière, devant ou autre. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce que le marché nous donne comme information à l'instant T, quelles sont les statistiques, les probabilités que ça nous donne, et du coup, après, d'opérer avec le money management adéquat par rapport à ça. Si jamais, effectivement, ça va dans l'autre sens, scénario inverse, on crée un précédent, j'y reviendrai un petit peu après avec les contre-arguments par rapport à ça. Eh bien, c'est pas grave, on managera les fonds tout simplement de cette façon-là et on s'adaptera. Pourquoi est-ce que du coup cette bougie a été hyper intéressante? Donc, si je vous mets tac, le panel un petit peu de différents systèmes, donc on a la Kijun, weekly, on a la MA200 sur le graphique weekly, donc la MA200 daily sur le graphique weekly, on a également le MA21, voilà, donc on a ce panel de 3, on va dire, types de moyennes mobiles différentes, qui sont calculées de façon complètement différente ou autre, qui ont toujours été extrêmement pertinentes, si l'on regarde par le passé, pour déterminer la temporalité. Moi, je l'utilise un petit peu plus pour regarder justement quand on s'approche des excès baissiers, donc des bottoms de bear market, etc., ou au contraire des excès haussiers. Entre les deux, c'est pas le plus pertinent, mais en tout cas, voilà, ça marche extrêmement bien pour le reste. Si on regarde par le passé, très rapidement, bon, on va pas revenir sur les cycles d'avant, là, 2012-2013, c'était beaucoup trop jeune, mais si vous regardez là, à partir du moment, bon, parfois il y a des petites erreurs, bien entendu, aucun indicateur ne fonctionne à 100%, ça, il faut vraiment l'avoir en tête et arrêter de chercher celui ou le petit truc qui pourra faire que, ça n'existe pas. À partir du moment où, du moins en 2015, on a passé la phase de bear market, une grande consolidation du coup sur plus d'une année, on a validé la sortie après cette fausse sortie-là, cette petite anomalie. Et à partir de là, on a conservé l'ensemble des indicateurs et c'est à partir du moment où on a commencé à faiblir en dessous et à passer entièrement avec le prix dessous, où on a validé le bear market. Cette bougie-là, donc vous allez voir, on va faire le parallèle. On a 3 bougies du coup qui se ressemblent, qui nous valident, enfin du moins qui nous donnent le même type de comportement. Cette bougie du coup de weekly du 1er avril 2019 qui a fait plus quasiment 27% en clôture, a permis de sortir de ce point bas, petite zone de consolidation après un bear market avancé, passer au-dessus de l'ensemble des indicateurs et donc nous changer la structure entre bear market et bull run. Après, bon, tout est relatif entre la définition qu'on a avec le bull run. Est-ce que c'est à partir du moment où on reprend le plus haut du cycle précédent, donc à partir des 20 000 $ ici, que là on considère qu'on est en bull run? Est-ce que c'est à partir du moment où effectivement, en fait, on change la tendance? Donc là, on était sur une tendance baissière, on repasse sur une tendance haussière, donc c'est ça. Est-ce que c'est à partir du moment où on passe le halving? Bref, chacun va s'y mettre de sa propre définition par rapport à ça. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse en termes d'analyse chartiste pure, c'est un changement de tendance. Donc, ça a été le cas et c'est ce qu'il a marqué là. Et à la suite de ça, hormis les anomalies avec la période Covid qu'on a eue, à partir du moment où même la reprise Covid, on est passé au-dessus, on a conservé tout ça jusqu'à, du coup, soit la énorme correction qu'on avait fait de plus de 50% sur le cycle, donc c'est-à-dire
un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On est à peu près à moins 50%, du moins on était à peu près tombé jusqu'à moins 50-55% de BTC, voilà, sur lesquels on était passé en dessous, mais c'était un petit peu trop avancé en termes de temporalité de cycle. Si, parce que là je reprends vraiment un petit peu la mécanique de Vincent qui croit beaucoup et qui regarde beaucoup la temporalité, donc comme ça je vous le retraduis aussi là-dessus. Voilà, c'était quand même beaucoup trop tôt pour marquer un bear market. Généralement ça se passe à chaque fois sur les fins d'année, hein, vous savez, sur les derniers trimestres ou autres. Là on était plus sur le mois de décembre grosso modo pour marquer le top. Là, on était plus du coup sur le mois de novembre, le cycle dernier plus sur le mois d'octobre. Donc à chaque fois, vous voyez que ça se rapproche entre guillemets, enfin, ça se décale légèrement dans l'année. Mais donc à partir du moment où on a fait le top de marché, qui correspond aussi en termes de cyclicité, en termes de tout ça, on passe en dessous, ça vient retester peut-être, et de nouveau, donc pareil, même bougie qu'on a ici, une fois qu'on a passé une longue période de bear market, petite consolidation, point bas, affaiblissement de la liquidité, enfin du moins de la volatilité, boum, grosse bougie qui vient du coup inverser toute cette tendance-là, bougie de 22% également, et là, rebolote, hein, le même système, à partir de là, on part sur la trend haussière, grosso modo, jusqu'au top de marché. Ensuite, on installe et on instaure notre fameux bear market qu'on a vécu, sur lequel on a eu ce magnifique bull trap, hein, tout le monde s'en souviendra, où on est venu vraiment tester les limites du coup de ce trio de moyenne mobile, si l'on veut, enfin de trend, de système, en gros, par rapport à celui-ci, où on s'est fait rejeter. Et donc là, pareil, point bas. Donc vous voyez, hein, chaque fois, on est quasiment sur des structures assez similaires sur des points bas, où on a un excès baissier, ensuite un rebond, compression un petit peu de la liquidité, puis explosion. Pareil ici, excès baissier, hop, compression de la liquidité, explosion, excès baissier, hop, jusqu'au 57, compression, explosion. Donc voilà, un petit peu les mêmes dynamiques. On est dans des contextes à chaque fois macro ou économiques, etc., qui sont différents, on est OK. Tout ça, moi, je le regarde pas. Là, on regarde juste le prix, le comportement et le passé là-dessus. De toute façon, tout ce qui se passe à l'extérieur du marché est retranscrit à l'intérieur du prix. Et donc, en fonction de ce que fait le prix, c'est ce qui va nous permettre de déterminer qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci. Donc voilà, on est sur ce même type de mouvement-là. Donc effectivement, semaine décisive, puisque si on en croit euh, déjà que ce soit à la fois les comportements du passé sur ces zones de bottom de beer, on est sur quelque chose d'assez ressemblant. Sur la pertinence également de, par exemple, ce trio d'indicateurs qui a toujours extrêmement bien fonctionné sur notamment les zones avancées de beer, et même à chaque fois qu'on était en beer, à aucun moment l'ensemble du marché n'était repassé au-dessus de celui-ci pendant les périodes de beer, et une fois que ça a été le cas, sur des structures quasiment similaires, ça marquait effectivement le retournement de celui-ci. Donc je vous l'ai déjà dit, sur la partie mensuelle, si jamais on arrive à clôturer au-dessus, ça nous donnerait aussi un élément chartiste directement, donc de l'action du prix supplémentaire pour penser ça. Donc voilà, on est quand même bien assez alimenté là-dessus. On a plein d'autres indicateurs qui nous disent un petit peu la même chose. Je pense que si vous scrollez Twitter, ça va être également pareil. Mais on a quand même aussi un camp, le camp des bières, un petit peu. Enfin, du moins le camp de ceux qui pensent que, en fait, on est peut-être dans un super dead cat bounce, dans un super bull trap, et que on va aller visiter un prix beaucoup plus bas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent venir alimenter ça. Il y a au-delà du biais psychologique qu'on a, qui fait que quand là, depuis plusieurs mois, j'allais dire un an, pas tout à fait, mais pendant plusieurs mois, on est dans un marasme baissier, on est dans en fait, on a une certaine psychologie, des certaines émotions, voilà, plus négatives, etc., et notamment en plus avec un bull run qu'on a eu qui n'était pas extrêmement folichon, enfin surtout sur tous ceux qui étaient exposés sur les alts qui se sont fait complètement rincer, ce piège haussier qu'on a eu là. Bon bref, voilà. Souvent, quand on a en fait un retournement de structure, que ce soit là à la baisse ou que ce soit pareil à la hausse pour dire ok, ici c'est la fin du bull run. Hop, je vais enlever ça. Par exemple, avant d'accepter en fait ces changements de structure, on a des biais qui viennent en fait un petit peu résister tout ça et donc décaler l'acceptation de l'information. Donc on a ce côté-là, mais on a aussi le côté que effectivement on est un petit peu en avance en termes de cyclicité par rapport au bottom que ce qui s'était passé par rapport au passé. Donc ça serait le bear market le plus court de l'histoire, mais c'est tout à fait possible que ce soit le cas. N'oubliez pas que le marché, de toute façon, évolue, devient de plus en plus mature, les institutionnels sont là. Ça veut pas dire que le 7 fois c'est différent, c'est quelque chose que j'entends depuis 2021 et qu'au final,
Il est vrai que ça s'est toujours produit de la même façon, avec des comportements différents, mais grosso modo dans les mêmes trendlines principales. Il y a quand même eu des précédents, hein, sur ce cycle-là. Donc, on avait fait un nouvel ATH par rapport au cycle précédent avant le halving, chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, on a déjà créé un précédent sur ce cycle. Peut-être que là, on est en train de créer un nouveau précédent qui est que, ben voilà, raccourcissement à la fois de la périodicité du bottom du bear market et à la fois également, donc l'autre chose qu'ils défendent, c'est l'amplitude baissière. On est uniquement sur une amplitude baissière, hop, qui est de l'ordre de qui a été de l'ordre de 54%, là où sur les précédents cycles, pardon, on était plus sur du moins 77% sur celui-ci, moins 80 et quelques sur le cycle de 2016, 2017, etc. Donc voilà, à la fois, certains disent qu'on n'est pas descendu assez, que c'est un petit peu trop tôt ou autre. Beaucoup attendent la zone du prix réalisé, donc avec le MVRV, vous savez, le prix à partir duquel l'ensemble des acteurs, des détenteurs de Bitcoin, que ce soit les détenteurs long terme ou court terme, sont à l'équilibre, enfin du moins à partir du moment où ils sont en perte ou autre, qui est aux alentours des 54, 55 000 $ à chaque bear market, à chaque cyclicité comme ça, baissière du marché des cryptos. On est venu toucher et même aller visiter en dessous de ça. C'est pour ça que beaucoup visent et visaient la zone des 50, 57 000, 55 000. Il y a forcément de la frustration par rapport à ça si jamais on n'y va pas, enfin, pour l'instant, avec ces signaux-là qui vont plus dans le sens de on irait a priori plus, probablement pas en termes de probabilité, ça veut pas dire que ça sera pas le cas, mais voilà, donc ça vient un petit peu alimenter ça. Il y a autre chose aussi, il y en a qui regardent par exemple la SMA 50, donc pareil, hein, qui comme les autres ensembles de droite, fonctionne extrêmement bien aussi pour regarder les périodes de bull, les périodes de bear, etc. Mais sur lesquelles, eh bien, on vient actuellement d'aller buter, qui est à 81 000 et quelques, donc voilà, on est en train de mécher. Certains disent que, ok, c'est que à partir de ce moment-là où on passera véritablement en bull run, parce que ça nous permettra aussi de venir au-dessus du cycle précédent. Enfin, en bull run, vous savez, enfin, en retournement de tendance et véritablement marquer le point bas. C'est possible également, mais en fait, on peut toujours trouver quelque chose au-dessus et qui nous fasse attendre un retour en fait positif sur le marché. Si je vous prends sur du weekly Ishimoku, avec ce système-là, pour que on valide complètement du coup une direction haussière, il faut que on ait l'ensemble du prix et de la Chikou qui se trouve au-dessus du nuage. À partir du moment où on est en dessous du nuage, on est plus du coup dans une dynamique baissière. Au-dessus du nuage, on est dans une dynamique haussière. Donc, si vous voulez être les plus prudents possibles, entre guillemets ou autres, et attendre une validation complète et 100% positive sur le système Ishimoku, ça veut dire qu'il faut attendre une reprise de au moins 93 000. Donc, il y a quand même un gros delta entre, déjà ne serait-ce que les 60 000, grosso modo, je compte pas l'excès baissier, je compte la zone qu'on a travaillé, des 60, 65 000 à peu près, aux 93 000. Il y a un gros delta. Aujourd'hui, on a commencé à avoir des signaux de potentiel retournement, changement de polarité ou autre qui sont quand même assez présents. Donc sur la zone, on va dire, du prix d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus, hein, c'est la zone des 70 000 en plus, hein, qu'on a franchi. Donc c'est celle-ci qu'on aimerait bien venir s'appuyer dessus, revisiter pour repartir. Notamment, tous ceux qui ont loupé le train aimeraient bien également que ce soit le cas. On verra ce que le marché nous donne. Je vais revenir après sur l'historique pour vous montrer ce qui s'était passé. Mais voilà, si on attend sur Système Ishimoku, on attend les 93 000. Donc en fait, on peut toujours dire, non, j'attends. On peut même se dire, non, moi j'attends qu'on reprenne l'ATH précédente parce que sinon on peut très bien rentrer dans un grand range également. Donc c'est toujours pas safe. Donc en fait, tout va dépendre de là où vous mettez votre propre curseur. Et là, vous devez vous écouter en termes de votre tolérance au risque, parce qu'on a tous une tolérance au risque qui est complètement différente. Il y en a certains qui ont all-in sur les 60 000 par conviction d'eux et qui étaient complètement capables de pouvoir supporter une tolérance au risque de, si jamais le marché continue à s'écrouler, de le supporter, etc. Il y en a d'autres, les différents éléments qui font qu'aujourd'hui, on est plus en faveur, effectivement, d'une reprise haussière, du moins d'une fin de bear market, et tranquillement, soit d'une consolidation, soit voilà, enfin, le marché en tout cas change de structure et n'ira potentiellement pas voir plus bas que les plus bas qu'on a déjà visités. Bien dans ce cas, voilà, vous pouvez commencer déjà à vous exposer si vous le souhaitez. Ceux qui ont une tolérance au risque qui est encore plus faible, et bien dans ce cas, oui, attendez peut-être le passage du coup de la SMA 50, attendez même peut-être le reprise de Ishimoku, voilà, ça va vraiment dépendre et s'adapter à chacun. Voilà, il faut absolument pas suivre celui qui vous dit absolument appuyer sur le bouton là maintenant parce que
Tout le monde est complètement différent par rapport à ça. Ceux qui attendent également la correction, parce que voilà, il y en a qui se disent j'attends la correction, forcément ça va corriger. C'est très inconfortable d'acheter sur une bougie qui fait plus 24%, je suis complètement d'accord avec vous et je vous dis pas qu'il faut le faire. Je vous montre juste ce qui s'est passé par le passé. Je suis dans la team également de une bougie comme ça qui en plus avait été alimentée par les dérivés doit naturellement et structurellement corriger, c'est sain pour le marché ou autre, mais c'est aussi ce qu'on a envie d'avoir. On a aussi envie d'avoir effectivement ce retour sur la zone des 70 000, hop, le retour sur la zone des 70 000 grosso modo, qui correspond aussi d'ailleurs à la Kijun Weekly, comme je l'avais mis ici en mensuel. Voilà, ça serait très confortable de revoir s'appuyer dessus, beaucoup plus sain en termes de structure aussi, avant de repartir là-dessus. Regardez par le passé, lorsque cette bougie de plus 22% du coup a été clôturée et a validé le même type de pattern qu'on vient de faire, derrière, elle n'a pas corrigé, elle n'est pas revenue retester ou quoi que ce soit. Ça a continué ensuite de monter sur 3 bougies suivantes, où on est passé de 20 000 avant d'arriver jusqu'aux 25 000 pour avoir un premier petit retracement jusqu'aux 21 000, donc encore plus haut au final que cette bougie-là. Si on regarde également par le passé, voilà, cette bougie qui faisait plus quasiment 27%, donc encore plus volatile, plus de hausse que ce qu'on a vécu là, au final, on a eu de la consolidation, de la latéralisation, mais pas de correction, avant de continuer à s'envoler complètement et d'aller chercher un x2 quasiment par rapport à ce qu'elle avait fait. Donc, tous ceux qui attendaient une fameuse correction ou autre, par croyance ou quoi que ce soit, au final se sont retrouvés dans le plus grand des inconforts et à devoir regarder le train ou à rentrer en marche par FOMO à l'intérieur du coup du mouvement aussi. Vous avez également l'option de la demi-décision. Moi, j'en vois plein qui se prennent la tête, qui est là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire. Ouais, vous pouvez très bien faire la demi-décision. Si jamais vous êtes en retard, vous n'êtes pas rentré, vous n'êtes pas confortable pour rentrer, etc. Voilà, vous pouvez très bien vous dire, je rentre avec 50% aujourd'hui. Au moins, je suis exposé. Si jamais, effectivement, ça corrige, j'ai du cash pour pouvoir racheter sur cette correction. C'est très bien. Si au contraire, ça ne corrige pas, le mouvement s'emballe et s'amplifie. Vous êtes exposé avec la moitié de vos fonds, donc vous en profitez également et vous attendez de voir effectivement si l'on a soit une cassure, soit quelque chose comme ça qui vous permettra de rentrer avec le cash restant par rapport à ça. Voilà un petit peu en gros tout ça. Mais vous n'avez rien raté sur le cycle, dézoomez, regardez ce qui se passe, rentrez à 79 000 ou rentrez à 75 000 ou à 70 000. Quand BTC, si BTC, normalement, si vous êtes tous là, c'est que vous pensez qu'il reviendra au moins sur son point haut précédent et même plus haut. Mais admettons que BTC revienne à 126 000, que vous ayez acheté à 79 000, 80 000 ou à 70 000, ça fera pas de différence. Par contre, vous serez par contre extrêmement inconfortable et peut-être aussi plus enclin à faire des bêtises si justement vous êtes dans cette situation d'inconfort et de torture un petit peu psychologique par rapport au marché. Encore une fois, c'est pas pour vous inciter à vous dire appuyez aujourd'hui, faites du all-in sur une bougie de plus 24% watt, c'est pas ce que je vous dis sensiblement de faire. Je vous donne juste des clés pour pouvoir que vous puissiez en fait réfléchir à votre propre situation, à essayer de prendre un peu du recul par rapport à ça. On n'a rien loupé du tout, c'est cette bougie-là qui vient de valider, a priori, le fait que le bottom soit derrière nous. Donc pareil, tous ceux qui se disent « Ah non, pourquoi j'étais pas rentré à 100% all-in sur les 60 000, etc. » On n'avait aucun élément technique qui pouvait nous permettre de dire qu'à ce moment-là, c'était bon, on évacuait, entre guillemets, le fait d'aller chercher plus bas ou autre. C'était d'ailleurs même plus en faveur de ça. Ce qui a déclenché ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est toute la partie à la fois annonce macro qui s'est faite le mercredi ou autre, qui est assez positive à la fois sur le marché ou autre, alimentée par la cascade de liquidation, qui a permis de faire de l'attention aussi sur ce marché-là, qui est supporté un petit peu par le spot également. Donc voilà, qui a permis de faire ce changement de dynamique-là. Est-ce qu'il va tenir? Ça va dépendre notamment du spot. On va voir tout ça. Mais voilà, vous avez un petit peu le scénario et un petit peu ce qui se passe là-dessus. Ça sert à rien que je descende dans différentes unités de temps ou autre. Je préférais vous apporter une vision un petit peu plus long terme, entre guillemets, enfin moyen long terme là-dessus, plutôt que d'aller vous montrer du 4 heures ce qui va se passer. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que sur du 3-day, j'adore cette unité de temps parce que c'est vraiment pour un investisseur patrimonial, donc moyen long terme, quelque chose à regarder. Si vous regardez du 4 heures, du daily, et que vous êtes un investisseur patrimonial, franchement, vous allez vous faire bouffer par le bruit de marché, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on avait buté et on est un petit peu en combat sur le haut de ce nuage où on est en train de potentiellement de s'y extirper, pardon.
et sur lequel également pour la première fois, on passera avec le système Ishimoku. Il faudrait qu'on ait une validation également qui est en train d'être faite, parce que là la bougie n'est pas clôturée, elle se clôturera ce soir. Donc on va voir un peu la volatilité qu'on va avoir là-dessus. Avec la Chikou qui vient bloquer vers la Kijun Weekly juste ici, et bien pour peut-être pour la première fois depuis ce bear market, depuis ce top de marché, un retournement de tendance en 3D qui est validé du coup sur le système Ishimoku et qui pourra nous être, mettre encore une fois plus d'arguments sur le fait que effectivement on est notre bottom et on puisse continuer à construire tranquillement, hop, pardon sur la souris, et bien de continuer en fait tout simplement ce mouvement. Alors ça veut pas dire qu'on n'aura peut-être pas la correction jusqu'à 70 000 pour aller après rechercher, slider un petit peu tout ça ou autre. C'est complètement possible ou autre, mais c'est négligeable par rapport à ça. Je passe pas sur les âges, je passe pas sur tout ça, je laisserai Vincent le faire. La vidéo, je pense, est déjà malheureusement, ou pas, je passe pas sur tout ça, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je voulais vraiment déjà vous apporter en fait une vision sur ce qui était en train de se produire sur le marché, une prise de recul, peut-être des réflexions par rapport à ça, parce que je sais que c'est, en tout cas au sein de l'académie ou de stratèges, beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ça et sont un petit peu torturées ou triturées par rapport à tout ça. En tout cas, voilà un petit peu comment on aborde les choses là-dessus. Bon, et juste avant de vous quitter, comme je vous l'ai dit, je suis pas présent plus que ça sur les réseaux, etc. Je viens juste de m'y mettre parce que pour des questions, des raisons business, etc. On a besoin au final d'avoir une présence. Donc je suis présent sur Insta. Je vous invite du coup, si vous le souhaitez, à venir suivre, à revoir un petit peu ce que je fais. Donc je vous parle pas forcément de graphique, de marché, etc. Mais j'aborde plus toute la partie en fait psychologique et money management qui va avec la dimension d'un investisseur et notamment encore plus d'un investisseur qui soit patrimonial ou autre. Donc voilà, vous avez, je vous laisserai mettre ça sur pause. Vous avez également le lien en description. N'hésitez pas à venir voir un petit peu ce qui s'y passe. J'espère que j'aurai été à la hauteur de vos attentes par rapport à Vincent. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve à plus tard. Et on se retrouve plus tard, du coup, sur les réseaux.